Et cette réaction rapidement avant de prendre le ministre. Bonjour Tamba, l'année dernière, j'ai fait plus d'un mois à l'INSEE. Le monsieur a trouvé même un climatiseur dans la salle 3. Ils viennent prendre les ordures que les week-ends. Les douches sont lavées par les parents des bébés. Dans la salle d'urgence, il y a des fourmis, des cafards. Le courant part chaque 2 heures. Il y a plus de stagiaires que de médecins. Dès l'arrivée, vous payez 180 000 pour une urgence de 3 jours. Les lits que les parents utiliseront sont à 80 000. C'est-à-dire le personnel, les parents qui vous accompagnent, ils payent chacun un lit à 80 000. Merci en tout cas pour ce témoignage. On espère que ça parvienne à de très bonnes oreilles. Comme Roby le disait, c'est notre devoir, c'est ce que nous faisons tous les matins justement. Amadou Thierno Diallo, nous avons dit que c'est le tout dernier ministre de la coopération avec de l'intégration africaine avec M. Alpha Condé. Roby, vous pouvez activer son micro, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Tamba. Nous vous recevons avec beaucoup de bonheur ce matin. On va revisiter un peu l'histoire à l'aune de ce qui se fait. On va plutôt parler de la coopération aujourd'hui à l'aune de ce qui a été votre expérience au sein de cette équipe gouvernementale. Djiba, on ouvre avec vous. Alors, monsieur le ministre, d'abord moi, personnellement, c'est un plaisir de vous avoir à côté, puisque j'ai échangé avec des amis aux États-Unis. J'ai un ami qui a fait Columbia, voilà. Et quand il a dit qu'il était guinéen, on l'a demandé s'il vous connaissait. Il a dit oui, j'ai entendu parler du ministre. Ils ont dit, vous avez un grand homme dans votre pays, vous pouvez compter sur lui. Et donc, vous voir ce matin, c'est un plaisir. Et d'abord, une chose, vous avez reçu l'ordre du mérite Légion d'honneur de la part du président du Mali pour avoir accompagné le pays dans le développement des infrastructures quand vous étiez à la BAD. Je ne sais pas si c'est vrai. Et vous avez également reçu l'ordre de mérite du président de la Sierra Leone, qui était surpris de voir que vous étiez guinéen. Vous avez aidé le Sénégal à obtenir 200 millions de dollars dans le cadre de l'agriculture avec la BIT. Vous avez obtenu le financement avec la BAD pour beaucoup de routes en Haute-Guinée, au temps de Lansana Conté. Je ne sais pas si toutes ces informations que je donne, c'est vrai. Est-ce que ce matin, à voir tout ça, comment vous réagissez à ça, un Guinéen avec vos pays aujourd'hui dans la transition? Donc cela dit que vous êtes un bon chasseur d'argent, monsieur le ministre. Je ne sais pas si je suis un bon chasseur d'argent. Oui, c'est un plaisir de venir à cette émission. C'est peut-être la première fois que je viens dans une émission pareille. J'ai fait des interviews, mais beaucoup plus techniques. D'accord. Les forums, les conférences. Mais vous avoir en face, je vous suis depuis un certain temps. Et vous avez parfois des questions qui sont difficiles à répondre. Donc j'essaierai de répondre à vos questions. Donc c'est une opportunité pour moi, comme je le dis, de parler de moi, parce qu'on a beaucoup dit depuis la transition a commencé. J'ai vu dans les réseaux sociaux, j'ai entendu, j'ai écouté, mais je me suis fait rien dire. Et peut-être ce serait une opportunité pour moi aujourd'hui de clarifier certaines positions. Et c'est vrai, à la Banque africaine, je me suis occupé des infrastructures, surtout du secteur énergétique. C'était 50 pays. À la Banque islamique, c'est 57 pays. Où j'avais une équipe de plus de 200 cadres, dont le moins titré avait 2 masters qui travaillaient sous mes ordres. Donc j'ai eu cette opportunité d'avoir travaillé dans plusieurs pays. Et je dirais qu'en Afrique, de la Tunisie jusqu'à l'Afrique du Sud, probablement il n'y a pas un seul pays où je n'ai pas ma touche. D'accord. Donc je ne vais pas aller spécifiquement pays par pays. Peut-être j'aurai l'opportunité de dire ce que j'ai pu faire pour la Guinée, mais quand même je crois que j'ai cette expérience pour parler du développement, surtout dans les pays africains. Très bien. Je pense que c'est assez clair même pour nos téléspectateurs. Des gens bien avec quelque chose dans la tête. Ça fait pas de bruit. Bon, Djadia, on va avec vous. Ça parle pas beaucoup. Alors, vous avez été le tout dernier ministre, on le disait tout à l'heure, la coopération internationale. Vous êtes venu au sein de ce département. Qu'est-ce que vous avez pu constater et peut-être avez-vous apporté quelques touches avant votre départ? Quelles sont-elles?
très bonne question. On a combien de temps? Là, on n'en a pas. On va garder la question de Djadja. On voulait juste ouvrir cette interview. On va marquer une pause, 10 minutes encore. Et puis, on revient, on va rouvrir l'émission et puis ce sera avec vous jusqu'à la fin. De votre côté, continuez à réagir à cette émission, continuez de voter. J'en vois des gens qui pourraient prendre le mur, mais bon, c'est votre droit de nous en désigner. Dandy, c'est le tout dernier ministre d'Alpha Condé de la coopération et de l'intégration africaine. Amadou Thierno Diallo est notre invité. Avec lui, nous abordons toutes ces questions-là. La question de Moussa Yero avait été la dernière avant la pause. On revient donc avec vous, Djadja. Oui, nous voulions savoir, vous avez été ministre de la coopération et de l'intégration africaine. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Certainement, je le disais, vous avez pu apporter quelques touches à ce département. Quelles sont-elles? Je vous remercie pour la question très pertinente. Et comme je le disais tantôt avant la pause, on a combien de temps? Et les grandes gueules. Essayer de résumer. Et le jour où j'ai pris service, discours du secrétaire général du ministère me dit qu'on a 800 personnes au ministère de la coopération. Et moi qui venais d'une institution internationale où je supervisais 14 divisions, la coopération ne représentait qu'une seule de ces 14 divisions. Une division, je couvrais 14. Et avec 10 personnes, j'étais capable de faire le travail de la coopération, 57 pays. Donc, ça m'a surpris un peu. Et on m'a demandé de faire quelque chose par rapport à ça. J'ai dit très bien. Le lendemain matin, j'ai apporté des ordinateurs, j'ai mis dans la salle de réunion. J'ai dit que tout le personnel du ministère doit venir se faire recenser. Et vous bougez l'ordinateur, je le sais, parce qu'on l'a bien câblé, longitude de latitude. Donc, il ne bouge pas, il passe la nuit là-bas, vous venez vous enregistrer. Après 2 semaines, on s'est rendu compte qu'on avait 500 et quelques. Donc, il y avait 300 fictifs au niveau du ministère de la coopération, des gens qui percevaient des salaires. Combien de fictifs? 300. Plus de 300. Plus de 300, ok. Fictifs. Et parmi ces 500, il y avait moins de 200 qui avaient des postes. Tous les autres venaient signer une fois par semaine. N'avaient pas de poste. Et au total, je crois que j'avais 140 bureaux au ministère de la coopération. Donc, c'est la première chose que j'ai eu à faire. C'est de pouvoir identifier mon personnel, de pouvoir identifier les spécialisations. Je vous surprendrai peut-être pas quand je dis que j'avais des sages-femmes au ministère de la coopération. Non. J'avais des gynécologues, etc., etc. Donc c'était un peu compliqué pour moi. C'est pour analyser l'intégration africaine. Finalement, j'ai préféré ne pas me focaliser sur ça. Je me suis focalisé sur qu'est-ce que je dois faire. Donc d'où le manque dans les hôpitaux. Ils quittent les hôpitaux pour aller à la coopération. Il me fallait des cadres. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes au niveau du ministère de la coopération qui étaient très bien formés. Un en particulier est venu me voir un matin. Je me rends compte qu'il avait un master 2 en gestion des affaires. Et c'était un juriste. Il ne faisait rien. Donc j'ai décidé de récupérer 40 à 60 jeunes que j'allais mettre à l'école pendant 1 an pour préparer la diplomatie économique du pays pour les 20-30 prochaines années. Je dis, si ces gens-là sont formés, ces jeunes-là, on pourra peut-être dépasser les limites de mobilisation des ressources parce qu'ils vont comprendre c'est quoi les enjeux. Ensuite, je me suis rendu compte, en plus quand je suis venu, il n'y avait pas une politique de la coopération internationale. Depuis l'indépendance, on n'a jamais eu une politique de coopération internationale. Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Donc, par chance, quand j'étais à la banque islamique avait financé un consultant pour faire une étude pour l'état des lieux. Donc, j'arrive, l'étude était à la fin et on a préparé la politique. Je vous encourage à la lire. C'est 10 pages, pas plus que 10 pages, qui repassent toutes les péripéties de la coopération depuis l'indépendance avec un axe fort vers le pays communiste. Et après la prise du pouvoir en 84, le discours du président en 85, qui a fait qu'on s'est dirigé beaucoup plus vers les institutions de Bretton Woods et puis les bilatéraux. Donc nous, on a essayé de retracer ça et de dire désormais, voilà ce qu'on va faire. Cette politique de coopération a plusieurs volets. Premièrement, nous n'avons pas une stratégie de mobilisation des ressources. Toutes les ressources que nous avons
ici, c'est parce que nous sommes que des preneurs. L'institution vient, on vous donne ça, vous prenez, on veut faire cette infrastructure, on veut construire cette école et on le prend. Et moi, j'ai décidé, quand j'étais là-bas, j'ai dit on aura une stratégie de mobilisation des ressources. Donc, après la politique de la coopération, heureusement, on a discuté avec tous les BSD, tous les ministères, tous les partenaires techniques et financiers, la société civile. Il ne reste plus que de la passer en Conseil des ministres et de l'adopter comme politique de coopération. Donc la stratégie devait venir après l'approbation au niveau des conseils des ministres. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la coordination de l'aide. C'est la mission du ministère de la coopération. Et je me suis rendu compte qu'on ne connaissait pas les PTF. D'accord. Alors, première chose, il fallait les connaître. L'UNICEF a accepté de financer une étude pour faire la cartographie des PTF dans le pays. Et quand je parle de PTF, pourquoi la coordination de l'aide? Il y a un projet. Il y avait 5 institutions qui finançaient la chaîne de valeur du riz sur le littoral. Et en parlant de PTF, on parle de partenaires techniques et financiers. Voilà. Justement. Donc, il y avait 5 PTF qui finançaient la chaîne de valeur du riz sur le littoral ici. Et aucune institution ne savait que l'autre était là. Donc, moi, je dis que c'est le rôle du ministère de la coopération de coordonner l'aide. Donc, il fallait le faire. Et j'avais discuté avec Enabel, qui avait promis de financer des visites. J'avais ciblé 3 missions, une pour le Maroc et l'Afrique. Disons, du Maroc, on allait cibler 2 ou 3 autres pays. Une qui allait à l'Union européenne, à Enabel en Europe et à l'AFD et à l'OCDE. Et une 3e qui devait aller en Asie, au Laos, au Vietnam et au Cambodge. Au retour, on allait bâtir un mécanisme pour la coordination de l'aide. La Guinée est reconnue comme étant un pays panafricaniste. La coopération sud-sud triangulaire, nous la connaissons depuis l'indépendance. Mais ça se fait par à-coup, ça dépend de celui qui a la tête. Il n'y a pas de stratégie. Donc ça aussi, c'est le travail du ministère de la coopération. On allait bâtir cette stratégie. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites sous le manteau de la politique de coopération. Et j'ai constaté que la ministre a pris en charge maintenant, en septembre 2021, c'était des documents qui étaient prêts. D'accord. Par exemple, le centre de renforcement de capacités des pays de coopération triangulaire, ça a été initié en Argentine. Et quand la ministre... L'institut dont on parle. Voilà. D'accord. Dont on parle maintenant. D'accord. L'Institut de coopération? Non, c'est un institut de renforcement de la coopération triangulaire sud-sud et triangulaire. Donc c'est maintenant on en parle, mais les études ont été faites, financées par la Banque islamique. C'est un document qui est presque prêt. Et en septembre, on devait le présenter pour mobilisation de ressources, septembre 2021, à New York. D'accord. C'est quoi sa vocation? Non, sa vocation, c'est que la coopération triangulaire, les Nations Unies et la Banque islamique de développement et quelques autres institutions ont décidé de renforcer les capacités des pays du Sud. Donc, ça allait être une coopération triangulaire. Par exemple, au lieu... On est habitué au renforcement de capacité. Un pays qui envoie un consultant qui vient donner un cours, il s'en va. C'est une initiative de la Banque islamique de développement qui a proposé un mécanisme de cette coopération et qui a marché dans plusieurs pays, même en Guinée ici, la Banque l'a eu à le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas un renforcement ponctuel. On ne vient pas pour faire une formation aujourd'hui et puis on part. C'est un engagement de plusieurs années, 2 ans, 3 ans. Et le plus souvent, c'est le pays... Il y a un pays qui offre la coopération, qui la finance. Et il y a un pays qui reçoit. Deux exemples. Le Maroc a accepté de venir financer, par exemple au Mali, une étude d'électrification rurale. L'Office national de l'eau et de l'électricité, qui a financé, qui a fait les études. Et qui a participé, et la BID a financé l'exécution, mais le Maroc aussi a financé une partie et a formé les gens. Un autre exemple, l'insémination artificielle entre l'Indonésie et le Kyrgyzstan.
Et les Kirghizes sont allés en Indonésie, ils ont fait 2 semaines. Les gens de l'Indonésie sont venus à Kirghiz, ils ont fait 2 semaines. Et c'est une coopération triangulaire. Alors pour clarifier les choses, puisque lorsque ça nous a été présenté, cet institut, on pense à une école qu'on installerait et qui va donner des formations sur ça. Ça c'est sur donc la coopération, donc la coopération sud-sud. Ça, c'est la première explication qu'on a pu avoir, en tout cas. C'est ce que j'avais pu lire dans les explications de la ministre. Maintenant, la seconde explication, c'est que c'était un centre international. C'était quoi la volonté qui vous avait animé, vous, comme vous le dites, qui avait été à l'origine de ce projet-là? Non, c'est plusieurs volets. On dit que c'est un centre de renforcement des capacités. Ça peut être un institut de formation. Mais il est international, on est bien d'accord. Ce que je dis, c'est sous les Nations Unies. Ok. C'est sous les auspices des Nations Unies. D'accord. C'est les Nations Unies qui ont validé la mise en place du centre en Guinée. D'accord. Ok. Voilà. Donc c'était ça l'avantage, c'est en Guinée, il est là. Donc l'étude que la BID a financée, c'était pour déterminer les contours de ce centre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et comment il faut le faire. Et après ça, il fallait maintenant mobiliser les ressources. C'est pourquoi je dis en septembre, on avait une réunion avec la BID et le PNUD en septembre 2021 qui devait se tenir à New York pour discuter avec tous les partenaires présents la structure, parce qu'il y a la structure de gouvernance qu'il fallait mettre en place. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place avant de pouvoir mettre ce centre en place. Donc il y a d'autres institutions qui sont impliquées. Il y a la Banque mondiale, les grandes gueules, que la BID avait approché pour dire il faut venir pour nous aider à financer ce centre. Donc c'est à ce stade, moi je suis parti du ministère. Je dis je suis satisfait, je suis content qu'aujourd'hui je vois que ça commence à bouger après plus d'1 an où rien ne se passait. D'accord. Sur la cartographie des PTF, oui. Où en est-on? Parce qu'on a suivi la ministre qui revenait sur quelque chose de très semblable. C'était de dire, nous avons des partenaires qui nous viennent et qui choisissent d'investir ici sans qu'il y ait de coordination de cette aide-là pour permettre à l'État, sur tout son territoire, de pouvoir en bénéficier. À votre moment, jusqu'où est-ce que vous en êtes, vous en êtes parvenu? On avait recruté le consultant. C'était sur le financement de l'UNICEF. Le consultant était en place et il devait faire un travail sur 60 jours pour sortir maintenant la cartographie, quels sont les PTF que nous avons et où ils sont. Donc, entre-temps, moi, je suis parti. Donc, je ne sais pas à quel niveau ça se trouve. En général, sur les critères de financement, lorsqu'un partenaire veut venir en aide à un pays comme la Guinée, comment se font les critères de financement? Est-ce que c'est le partenaire, lui seul, qui décide du point de financement en fonction du besoin, ou alors c'est en coordination avec les cadres du ministère de la coopération et du plan? Ça dépend du partenaire. Par exemple, les banques multilatérales pour lesquelles j'ai travaillé, la BAD, la Banque islamique de développement, la Banque mondiale, il y a toujours un document de stratégie qui est préparé, qui s'appelle document de stratégie pays. Donc l'institution et le pays se mettent d'accord sur des secteurs. Ils vont dire, OK, notre priorité, c'est les infrastructures, c'est l'éducation, parce que si nous laissons tout, ça va être un saupoudrage ici et là. Donc il faut bien cerner et les priorités du pays doivent être en ligne avec les priorités de l'institution. Donc le document définit les secteurs et va jusqu'à définir les projets qui doivent être financés. D'accord. Alors aujourd'hui, avec le recul aujourd'hui, quel est le regard, vous êtes passé sur le département, vous portez sur la transition, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur la coopération en termes de mobilisation des ressources, notamment la question aussi du recensement général de la population. Vous avez également l'Observatoire national du dividende démographique. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur ce département? Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie ou bien il y a des choses à corriger? Je dois d'abord préciser tout ce qui est recensement, c'était pas du ressort de votre ministère. Aujourd'hui, ça a été voilà, c'était du ressort de Mamakani. Voilà, du ministère du plan. Oui. Donc je ne saurais le dire. Et mon regard sur la transition, depuis qu'il y a eu le changement, j'ai pris du recul. Donc je ne saurais aujourd'hui aller dans les détails parce que je n'ai pas une évidence. Je ne suis pas un acteur
du processus de transition. Mais on regarde la coopération. On va évoquer un projet. On va évoquer un projet. C'est le projet Donka qui est fruit de la coopération, puisque ça a été, c'est un financement de la banque islamique pour laquelle vous avez travaillé. Ensuite, vous arrivez au département. La concession, on commence à travailler sur la concession. C'est vrai que finalement, c'est pas vous qui allez terminer tout ça. C'est la transition qui va venir mettre cela en œuvre. Dites-nous, comment est-ce que vous avez d'abord mobilisé des ressources pour avoir la rénovation et comment vous aviez pensé la concession? Très bien. Mobilisation de ressources, il faut donner le crédit à celui qui doit le recevoir. Ça a été une volonté du président Alpha Condé, qui a rencontré le président du Fonds saoudien et le président de la Banque islamique, qui a demandé à ce qu'on finance l'hôpital Donka. C'est un projet de près de 60 millions de dollars. Le Fonds saoudien a financé la réhabilitation et la Banque islamique a financé l'achat des équipements. Okay? D'accord. Donc vers la fin, vers 2021, le projet, il tanguait. Et il y a eu la Covid. On a utilisé la maternité dès le début de la Covid, on a utilisé la maternité pour mettre ceux qui avaient attrapé la maladie de Covid, la maternité. Mais ça faisait partie du projet. Donc, nous, on a discuté pour dire que les équipements qui se trouvent dans l'hôpital de Donka, c'est un hôpital de référence. Si ces équipements sont bien gérés, beaucoup de gens vont au Sénégal ou ailleurs pour se soigner. Le problème majeur, c'est le diagnostic. Si le diagnostic est bien fait, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. On connaît le médicament, mais c'est le diagnostic. Donc, les équipements qui se trouvent à l'hôpital Donka aujourd'hui sont capables de faire ce diagnostic. Par exemple, la machine du IRM, c'est General Electric, gérée directement en Allemagne. S'il y a un petit truc, GE Allemagne se rend compte. Donc, c'était des équipements vraiment de dernier cri, très sophistiqués. Donc, on s'est dit que l'hôpital Donka est arrêté pendant plusieurs années et c'est des équipements de dernière génération. Ceux qui étaient là ne peuvent pas les manipuler. Donc, à la BID, on a proposé au gouvernement de faire une gestion concédée sur 3 ans et puis de transférer après, de former les gens et de transférer à la gestion du gouvernement. Bien 3 ans au lieu de 5 ans. Non, 3 ans, gestion complètement concédée et 2 ans après pour transférer. D'accord. Pour transférer. D'accord. Et pour ça, à la BID, on a recruté un consultant que j'ai fait venir ici en février 2021 pour nous faire un état des lieux. Il est venu, il a fait ce travail. Malheureusement, mois de mars, tout est fermé, le monde est arrêté, pas de vol, rien du tout. Pas d'avion, tous les aéroports étaient fermés. En Europe, Covid. Alors, on a réfléchi en interne et la proposition que j'avais eu à faire au gouvernement, c'est de dire, écoutez, on va aller vers une gestion concédée, d'accord? La BID, ce qu'on va faire, vous allez faire une demande à la BID de vous autoriser à faire une négociation de gré à gré et que la BID vous accompagne. La BID allait dire oui, on vous autorise et on vous recrute un consultant qui va accompagner l'État. Et on va demander au consortium de faire une offre. D'accord. Et votre consultant qui est là va négocier et vous allez vous mettre d'accord sur la concession. Le temps, combien ça coûte. Parce que la concession, ce n'est pas de dire, écoutez, voici la concession, venez gérer. Il y a les obligations de résultat. C'était surtout ce qui était important pour la BID. Ces obligations de résultat. Et la BID était prête à financer la concession sur les 5 ans. Bon, malheureusement, il y a eu l'événement du 5 septembre et le scénario qui avait été proposé n'a pas été suivi. Et c'est par les médias j'ai appris... et finalement, l'État s'engageait à payer, sa quote-part. Oui. Moi, j'en doutais. J'en doutais parce que j'ai vu 6 millions de dollars à payer. C'était vraiment... Beaucoup. Oui. Sans obligation de résultat. Sans obligation de résultat. Et aujourd'hui, ça traîne. Ça traîne, il faut le dire, côté État, vos craintes s'observent déjà dans la réalité, le concessionnaire et puis tous les acteurs concernés par cela s'en plaignent. L'État traîne le pas
sur ces engagements-là. Mais comment on fait à ce stade-là, vous qui avez quand même vu ce petit bébé naître, comment on fait pour remettre ça sur les rails? Puisque de toute façon, les Guinéens attendent l'hôpital Donka, les Guinéens attendent... Écoutez, il y a un contrat qui lie ce consortium à l'État et personne d'autre ne peut venir tant que ce contrat-là existe. Tant que ce contrat existe, personne ne peut venir. Ça, c'est un. Et deuxièmement, aucune institution ne va financer la concession. Pour la simple raison que c'est un marché de gré à gré qui n'a pas été autorisé par les institutions. Parce que la règle, c'est la compétition. Et nous, on avait dit, compte tenu de la Covid, on aurait pu convaincre notre conseil d'administration pour dire l'hôpital est prêt, il faut qu'il soit ouvert. Parce que la chance, c'est que dans ce consortium, il y a le CHI de Montréal qui a ouvert 18 hôpitaux à travers le monde. Donc, il y avait de l'expérience. En effet. Et les autres membres du consortium, c'est eux qui ont mis tous les protocoles au niveau de l'hôpital. Donc, ils connaissaient l'hôpital. Donc, on s'est dit que même si on ouvrait à la compétition, c'est soit ce consortium-là qui allait gagner, ou bien celui qui allait gagner allait travailler avec le consortium. Donc c'était plus facile de négocier directement avec le consortium pour pouvoir aller très vite. Mais pour ça, on a dit qu'il nous faut un consultant qui connaît le processus, les obligations de résultats et tout, et supporter le pays. La BID n'allait pas se mêler des négociations. C'est entre le gouvernement et le consortium, le gouvernement accompagné par un consultant. Alors, sur quelles conditions la BID allait financer la concession? Pour vous, c'est sur quelles conditions la banque pourrait s'engager à financer la concession à la place de l'État, je vais dire? Non, comme d'habitude, la BID finance des routes. Ici, finance de centrales électriques. C'est tout à fait normal. Le pays devait juste... Avec une contrepartie? Non, pas réellement. Ici, c'est privé. Le pays demandait à la BID, voici la concession, on veut que vous financiez cette concession. Et comme la requête viendrait, nous voulons faire la route de Donka à Matoto, je ne sais pas, financer la route comme ça se fait. Les projets d'agriculture, c'est tout à fait normal. Ils connaissent comment ça se fait. Tous les projets qui sont financés ici sont financés dans ce sens. D'accord. Alors l'engagement de l'État... Est-ce que la demande a été faite, la demande de financement? Parce que moi je me pose la question de savoir pourquoi ça a retardé, par exemple, tout ce dont vous parlez avec les Canadiens et tout. C'est à l'avènement du CNRD finalement que ça a été ouvert. Qu'est-ce qui était à la base de ce retard-là? Non, les discussions étaient en cours et s'il y a eu retard, c'est parce que peut-être il y a eu... au niveau du ministère de la Santé. Et si vous cherchez, vous verrez, il y a une lettre du Premier ministre au ministère de la Santé qui a demandé à ce qu'on fasse l'état des lieux. Parce que nous, à la BID, ce qu'on a demandé, l'hôpital était réhabilité, il restait longtemps sans fonctionner. Et on m'a appris que il y a eu des problèmes au niveau de la machine IRM parce qu'il y a eu des coupures de courant. Et JI a remplacé l'hélium dans la machine 2 ou 3 fois. Et ils ont dit que la prochaine fois qu'ils vont remplacer, il faudra payer $100 000. Donc j'ai demandé à ce qu'on fasse un état des lieux. Pour moi, état des lieux, c'est pas d'aller voir le jardin, c'était de voir... L'hélium, $100 000. $100 000. D'accord. Et c'est lié aux coupures du courant? Apparemment. C'est ce qu'on m'avait dit au niveau du ministère de la Santé. Et moi, j'ai visité l'hôpital, je crois, une semaine avant l'événement du 5 septembre. 5 septembre, oui. Je devais aller participer aux assemblées annuelles de la Banque islamique de développement en Ouzbékistan. D'accord. Donc, c'était l'occasion pour nous de discuter avec le président de la BID des projets prioritaires. Donc, j'ai fait le tour au niveau de l'hôpital Donka. Je suis allé, j'ai visité la maternité, j'ai visité le grand hôpital, j'ai fait un constat. Et ce que nous avions demandé, c'était de faire un état des lieux d'abord. Et puis à partir de là, par exemple, si vous ramenez quelqu'un du privé, vous lui demandez, il a des obligations de résultat, il faut que vous lui dites ce que vous avez. Il ne va pas seulement venir prendre l'hôpital et dire bonjour, faites tourner l'hôpital. Non, il a obligation de résultat, il faudrait lui dire exactement ce que vous avez. Très bien. Amadou Thierno Diallo, ancien ministre, j'ai envie de dire le tout dernier de la coopération et de l'intégration africaine sous Alpha Condé. Il se livre ce matin, il nous apporte son éclairage justement sur des questions de coopération internationale. Roby. Vos derniers propos m'ont fait un peu froid dans le dos quand il s'agit de qu'est-ce qu'il faut faire
pour redémarrer le projet d'Onca, puisque apparemment ça traîne, il y a beaucoup de difficultés. Vous avez semblé nous dire que tant que le contrat existant est là, aucun autre partenaire ne peut s'y engager. Donc la seule solution de fait est que l'État s'engage à payer sa quote-part pour que l'hôpital bouge, si je comprends bien. Écoutez, deux choses l'une. C'est pas moi qui le dis. Quand un contrat... Non, je n'ai pas dit que c'est vous qui le dites. Non, c'est une façon juste de parler. De vos analyses. Non, c'est juste une façon de parler. C'est-à-dire que quand un contrat vous lie avec quelqu'un, tant que ce contrat-là existe, vous habitez quelque part, vous êtes logé, vous avez un appartement. Il n'y a pas de clause de renégociation? Vous avez répondu à votre propre question. Ouais, il y a des clauses dans ce contrat. Bon. Maintenant, il faut aller visiter les clauses. Moi, je n'ai pas vu le contrat. D'accord. Il faut aller revisiter ce contrat. Ils n'ont pas accepté de publier le contrat. Donc, tant que ce contrat existe, personne d'autre ne peut venir. Mais le gouvernement. Le contrat est accessible quand même. Mais pas pour tout le monde. Hein. Oui, moi je l'ai vu. C'est vrai, c'est une concession c'est sur 5 années avec 28 c'est sur 5 années avec 28 millions de dollars. C'est ça. 5 millions par an. Normalement, la signature du contrat pour les 100% pour la première tranche devait être payée. Ce n'est pas fait à date. C'est ça la question. Est-ce que la question est celle d'une revisitation du contrat ou que chaque partie s'engage de ses engagements? Non, je crois qu'il y a deux parts. La première, c'est que l'État s'est engagé à payer. C'est près de 6 millions. L'État s'est engagé à payer près de 6 millions par an. Est-ce que l'État est capable de payer? Il y a un contrat qui lie l'État au consortium. Donc l'État qui s'est engagé à payer près de 6 millions de dollars devrait être en mesure d'honorer ses engagements. En effet. Maintenant, s'il y a une force majeure qui empêche l'État de pouvoir payer, de mobiliser ses ressources, il faut revisiter le contrat. Dans le contrat, il y a des clauses. Il y a par exemple, pour résilier un contrat, il y a des clauses qui permettent de résilier le contrat. Donc moi, je n'ai pas vu le contrat. Ça reviendrait pas plus cher à l'État quand il s'agit de revisiter le contrat ou de l'annuler? C'est ça, revisiter. Parce qu'il faut quand même... C'est ça, revisiter le contrat. Alors il y a cette préoccupation. Il y a un coût quand il faut annuler un contrat. Moi, là, c'est plus l'avis d'experts que je demande. Ça n'a pas nécessairement un lien avec la réalité guinéenne, ni même notre actualité. C'est la question du Millennium Challenge Corporation. Il y a pas mal d'États qui y ont accédé. Ce fonds spécial mis en place par les États-Unis, donc par le gouvernement américain, pour appuyer le développement à travers le monde. J'ai envie de poser cette question-là. La première, c'est les conditionnalités pour y accéder. Et à l'aune de ces conditionnalités, est-ce qu'on peut dire que la Guinée est aujourd'hui en même d'accéder à une telle enveloppe? Très bonne question. Les grandes gueules. Le Millennium Challenge Account, comme vous l'avez dit, c'est pour supporter beaucoup de pays, surtout de notre région. Moi, j'étais à Bamako, représentant résident de la BAD, quand le Mali a bénéficié, je crois, de près de 500 millions de dollars. C'est sous forme de dons. Donc, j'ai discuté avec eux, on a travaillé ensemble pour développer le secteur agricole. Ils faisaient un don. Et nous, on devait venir investir. Il y avait un privé qui voulait se mettre en place et on devait investir. Donc, pour avoir accès au Millennium Challenge Account, il y a des critères. Ces critères, il y a l'éducation, la santé, les statistiques que nous avons ici. En fait, c'est de voir quels sont les efforts que le gouvernement, le pays a eu à faire. Par exemple, pour le développement du capital humain. D'accord. Et surtout au niveau de la démocratie et de la bonne gouvernance. D'accord. Et vous savez que c'est important. Et aujourd'hui, si vous posez la question, est-ce qu'on est prêt avec le facteur démocratie... Voilà, donc vous avez la réponse. On voit déjà. Vous voyez déjà. Et puis, avec les politiques américaines, surtout le Congrès américain, aujourd'hui, je vais dire que c'est un peu difficile pour y accéder. Mais les efforts avaient été fournis quand le gouvernement Alpha était là. Il y a eu des efforts qui avaient été fournis. On était presque au bout. En 2021, il y a eu un petit recul, surtout au niveau de la santé et tout ça. Donc, ce qui fait que la Guinée n'a pas eu accès. Aujourd'hui, le Sénégal, je crois, à son deuxième
Millennium Challenge Account. D'accord. Et ils vont faire une autoroute qui va quitter Saint-Louis, qui va prendre la corniche jusqu'à Dakar. Wow. Ouais, mais on va certainement me dire que rendre les États ou les gouvernants venant des coups d'État éligibles à ces milléniums serait encourager certainement ce système dans d'autres pays, mais quand il y a la volonté des États venant d'un coup d'État ou pas, les grandes gueules, les Nations Unies ne devraient pas revoir un peu leurs critères, parce que les États démocratiquement élus aussi ont montré parfois, et dans la plupart des cas, leur insuffisance à remplir beaucoup de critères en matière de développement humain, etc. Il faut clarifier une chose. Vous avez les Nations Unies, vous avez les bilatéraux et vous avez les multilatéraux. Les Nations Unies n'ont pas cette politique. Les Nations Unies, quelles que soient les circonstances, sont là. Ils accompagnent. Le PNUD est là. Mais leur accompagnement... Mais la cadence... Non, mais ils n'ont pas les moyens. Les Nations Unies vivent dedans. Le gouvernement américain, c'est lui qui a mis en place le Millennium Challenge Account. C'est l'argent du contribuable américain. Ça, c'est américain, oui. Donc, si le contribuable américain décide, je ne mettrai pas mon argent ici, parce qu'il y a ABCD, personne d'autre ne peut le reprocher. Oui, mais est-ce que le contribuable américain... Bon, je ne veux pas incriminer le contribuable américain, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une mauvaise communication qui sous-tend que les États de transition... Mais c'est lui qui donne son argent. Non, je comprends très bien. Il dicte la manière de donner. Je comprends très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de communiquer autrement? Parce que lorsque nous faisons un peu le diagnostic, dans certains cas, surtout ces dernières années, on a vu carrément et clairement que certaines transitions, comme les nôtres, je ne veux pas jeter la pierre à votre période, les grandes gueules, c'est mieux dans certains domaines que des démocraties ou des présidents démocratiquement élus ou des gouvernants venant des élections. Non, je vais reprendre encore. Les Nations Unies ne le font pas. Okay? Est-ce qu'il ne faut pas regarder la pratique? Non, je finis. On va l'écouter. On regarde la pratique. On va l'écouter. On regarde la pratique. La pratique, le factuel. Le Millennium Challenge Account, c'est l'argent du contribuable américain. C'est le Parlement américain qui décide où, quand et comment leur argent va être utilisé. On ne peut pas y déroger. Aujourd'hui, l'ambassade américaine connaît ce qui se passe ici mieux que nous. On peut dire tout ce qu'on veut, ils sont ici, ils savent ce qui se passe chez nous. Et il y a cette information qui vient appuyer ce que vous dites, qui est plutôt préoccupante sur la question du Millennium Challenge Account. C'est que aujourd'hui, nous sommes à 4 critères au vert sur 20 en 2023. En 2021, on avait 9 critères au vert sur 20. Donc, encore ça toujours bien loin des critères. Alors, sur les 20 critères, est-ce qu'il faut les compléter? Est-ce qu'il faut les combler totalement ou est-ce qu'il y a une moyenne qui est demandée? Il faut les combler. Parce que quand le gouvernement américain, comme vous le savez, ça se fait ici, le budget est voté par le Parlement. Donc, il décide de réallocation, d'allocation des sous qui se trouvent dans le compte. On décide le pays, ainsi de suite, et on sort des critères. Les critères sont déjà établis. On ne peut pas les changer. Donc, il faut respecter tous les critères, mais ce n'est pas en réalité des critères qui sont tellement compliqués. Le Mali a pu le faire. Le Sénégal a pu le faire 2 fois. J'imagine qu'il y a des seuils, en fait, pour chaque critère. Non, mais il faut qu'il soit ouvert. Très bien. Allez-y, Jacques. Je veux quand même qu'on parle un peu de la politique, monsieur le ministre. Avant la politique. J'aimerais juste l'entendre sur le programme de référence intérimaire qui a été présenté. Je pense qu'il faut en poser les deux en même temps. Justement, les deux avec l'OMVG aussi. Voilà, donc le programme de référence intérimaire, on a vu, bon, ça a été balisé et tout. Ça va nous permettre d'assurer la stabilité des institutions, d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Et ça part jusqu'en 2025. Et vous, puisque vous êtes passé là, ce programme aujourd'hui, à votre avis, de quoi il a aussi besoin pour pouvoir mieux décoller? Parce qu'il y a le programme qui est là, mais les gens aussi parlent du financement qu'il faut mobiliser pour aller vers ce programme. Comment y arriver, à votre avis? C'est la première question. La deuxième, c'est l'OMVG. On a vu le projet d'interconnexion
vous avez beaucoup travaillé dessus aussi. Il y a par exemple la ligne de transmission Kaleta-Linsan, la ligne de transmission Linsan-Labé, la ligne de transmission Labé-Madi, la ligne de transmission Kaleta-Bokeh. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers l'effectivité. Comment aujourd'hui vous réagissez, vous qui avez quand même beaucoup fait pour qu'on en arrive. Avant les deux questions de Djiba, parce que là on va carrément marquer une transition sur le Millennium Challenge Account. Je suppose que l'un des critères, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que pour y accéder, il faut forcément respecter ce critère-là, entre autres, qui est un peu lié à la démocratie? C'est une des règles. C'est une des règles aux États-Unis, édictée par le Congrès américain. Le gouvernement ne peut rien. Personne ne peut changer ça, à moins qu'on ne change la loi. Elle a été votée au Congrès. Le gouvernement américain ne s'implique pas là où il y a... Comme vous dites, il y a un arrêt au niveau de la transition. Il peut continuer. Par exemple, quand moi j'étais là, j'avais signé un accord avec l'USAID sur 25 millions de dollars pour financer le secteur de la santé, la bonne gouvernance et ainsi de suite. Donc, ils vont certainement continuer à nous mettre sous perfusion, mais de nouvelles activités, ça va être compliqué parce qu'il faut que le Congrès, il faut qu'ils rendent compte au Congrès. Et si le Congrès met une loi, ils ne peuvent pas la violer. Très bien. Voilà, sur les deux questions de Djiba. Je vais commencer par... le PRI? Non, par l'OMVG, que je connais très bien. D'accord. Le PRI, je ne le connais pas assez, mais j'ai mon idée là-dessus. Le programme OMVG, c'est un vieux programme. Et il a été initié pendant que moi j'étais à la BAD, ça fait plus de 15 ans. Et le concept, c'était de financer le barrage de Sambangal. Parce que c'est le seul qui était sur le fleuve Gambie. Et il se trouvait que moi, je m'occupais du secteur de l'énergie. En ce moment, à la BAD. Et on a recruté un consultant qui s'avère être un ami, un Guinéen qui travaille à EDG. Il est venu et on a décidé de faire passer la ligne qui allait quitter Sambangal au lieu de passer au nord de la Guinée, aller en Guinée-Bissau, de partir en Gambie, à Kaolack et revenir à Kédougou. On a décidé de faire passer la ligne à Kaleta. Kaleta n'est pas de l'OMVG, parce que Kaleta, c'est sur le fleuve Concouré, qui prend sa source en Guinée et qui se déverse en mer en Guinée. On ne partage pas Kaleta. Mais nous, on a dit que pourquoi ne pas jeter Kaleta dans l'OMVG? Il y a deux avantages. Premièrement, la Guinée qui a un potentiel de 6000 MW hydroélectricité, ça nous permettait de développer nos ressources parce que la ligne passe à environ 100 km des grands sites hydroélectriques que nous avons en Guinée. Donc, en ayant la ligne haute tension, 225 kV, ça nous permettait éventuellement de mettre en œuvre nos projets hydroélectriques et de vendre de l'électricité. Ça, c'était la première chose. Deuxième, ça nous permettait de mettre le squelette pour l'électrification de la Guinée. Parce que si la ligne quitte Mali pour descendre vers l'Abbé, à Pita, rentrer dans Kaleta, Fria, Bofa, Bokeh, ça veut dire qu'on peut piquer les grandes gueules. Et je vais parler d'autres interconnexions que nous avions supportées en même temps. Donc la ligne faisait 1677 km, pour être précis. 1677 km. Donc ce projet, je l'ai vu récemment, on a inauguré le poste de l'Abbé. J'ai vu, on a été à Linsan. J'ai vu Bokeh, j'étais vraiment content. Très bien. Et on me dit que je ne suis pas connu en Guinée. Je dis oui, mais lorsqu'ils sauront ce que moi je fais pour la Guinée, ils verront que je suis connu en Guinée. Donc c'est un travail qu'on a eu à faire au niveau de la BAD pour financer les études. Après, il fallait mobiliser les financements. Donc c'est la BID encore, la BAD, la Banque mondiale, c'est toutes ces institutions qui ont financé ce projet. Et ça me permet d'aller vers Kaleta. Kaleta aussi, c'est nous qui avons... Les grandes gueules. Et la BAD était décidée à financer Kaleta. Ça, c'était en 2010. Et nous, on a soumis le projet au conseil d'administration de la BAD à Tunis. Et le Sénégal a demandé à ce qu'on le sorte. Pour la simple raison que dans le projet de financement... Qu'on le sorte, c'est-à-dire? Du conseil d'administration, qui ne soit pas approuvé. D'accord.
Donc c'est le Sénégal qui avait refusé que la BAD finance le projet Caleta. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y avait une clé de répartition de Caleta, 40-40 pour la Guinée, 15 ou j'ai oublié pour la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc il fallait mettre les investissements à hauteur de cette clé de répartition. Il se trouvait que la Guinée-Bissau et la Gambie étaient sous perfusion, donc ils recevaient des dons. Mais le Sénégal devait recevoir un prêt concessionnel. D'accord. Et le Sénégal dit non, moi je ne peux pas prendre un prêt alors que les autres ont des dons. On leur a expliqué, nous allons prêter au pays, nous allons vous donner ces sous, on va prêter au Sénégal, mais le Sénégal rétrocède ce prêt à l'OMVG qui va rembourser la dette. D'accord. Ce n'était plus le gouvernement sénégalais qui allait payer. Il y a eu une incompréhension. Et moi, on m'a dépêché là-bas en sapeur-pompier. J'ai vu le ministre des Finances, j'ai vu le ministre de l'Énergie pour que le projet puisse passer. Il n'est jamais passé. C'est en ce moment qu'on s'est tourné vers la Chine. L'OMVG, en ce moment, et le secrétaire exécutif de l'OMVG qui était Bissau-Guinée, lui et moi, on a travaillé, on a préparé une lettre, on est parti faire du lobby auprès d'Abdoulaye Wade, qui devait aller aux Nations Unies. Il va en Chine, il rencontre Hu Jintao pour le projet Caleta, pour financer Caleta. Et c'est Hu Jintao qui a donné des instructions au ministère du Commerce de proposer le financement de Caleta. D'accord. Moi, je suis venu après, avec le secrétaire exécutif. On a rencontré plusieurs... Donc on doit ça en partie à Wade? En partie? Moi, je dirais à l'OMVG. D'accord. À l'OMVG. Pas de problème. Mais Wade, comme on a fait écrire en ce moment, c'était Nino Vieira, qui était le président en exercice de l'OMVG. On lui a fait écrire, on n'a pas eu de suite. On a envoyé Wade. Wade qui a demandé au ministère du Commerce. Alors moi, je suis venu après avec le secrétaire exécutif de l'OMVG. On a rencontré plusieurs entreprises qui étaient prêtes. Sino Hydro était prête à faire le projet. Mais le problème, c'est qu'ils voulaient une garantie bancaire. Je dis garantie souveraine, non. Parce que pour eux, EDG, la compagnie d'électricité de la Gambie, de la Guinée-Bissau, n'était pas crédible. Même la Sénélec n'était pas solvable. Donc pour eux, ils ne pouvaient pas mettre de l'argent pour financer ce projet. Si le gouvernement chinois était prêt à mettre de l'argent, ils sont prêts à venir. Donc le projet de Caleta, c'est le résultat de cette démarche. Maintenant, la ligne, bientôt, elle va venir. Donc pour moi, c'est un travail dur qui a été fait pour qu'elle voie le jour. Bravo. Et il faut féliciter. Maintenant, je parlais de mettre le squelette. Le squelette, c'est de dire, vous avez l'OMVG. À la base, on a financé la ligne Fomi, Kankan, Sigiri, Bamako, Fomi, Kankan, Kirouane, Bela, Zirekore. Et on a cofinancé avec les autres institutions la ligne qu'on a appelée CLSG. En fait, c'est mon dernier projet à la base avant de quitter le secteur de l'énergie pour aller comme représentant à Babako. Et quand on est venu pour financer cette ligne, aucune des institutions ne voulait le faire parce que c'était en 2009-2010. La Banque mondiale ne voulait pas venir, la KfW ne voulait pas venir et KfW, la BEI. Donc moi, représentant la BAD, je dis qu'on va prendre la ligne de Zirekore jusqu'à Yekepa. On va prendre de l'Insan jusqu'au Sierra Leone, là où ils vont s'arrêter. Donc l'électricité à Zirekore aujourd'hui, c'est le résultat de ce travail. Donc la ligne vient jusqu'à l'Insan où elle rencontre la ligne OMVG. Et je crois qu'au temps du président Alpha Condé, ils avaient négocié avec les Chinois ou la Banque mondiale pour faire la ligne de l'Insan jusqu'à Fomi, à Kouroussa. Donc vous faites ça, vous avez le squelette. Pour l'électrification de la Guinée, vous ne ferez que piquer les vertèbres. D'accord. Très bien. Djiba, s'il te plaît, on ne pourra malheureusement plus. On est pris par le temps. Mais merci, monsieur le ministre, d'être passé chez nous. J'ai envie de vous dire, prenez plus souvent le temps de venir. Non, peut-être on aurait pu l'entendre, monsieur le ministre, si aujourd'hui... Un peu plus. Aïssa Toussané va donc s'installer. Dans un instant,
le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, qui est-il, Aïssatou Sané? Daouda a pris un mur, pareil pour Jacques, et notre mur du jour en a pris 2, et c'est Roby. Ah ben voilà, pour une fois j'ai réussi. On le disait. Mais que 2. Oui. Donc, tu vois, j'en prends pas comme toi. Je n'ai que 52, Notre nous sommes invité, bientôt à 53. notre invité doit Merci, monsieur le ministre, d'avoir été avec nous. Un dernier mot, en une phrase. Écoutez, je vous ai suivi tout à l'heure où on parlait de voyage et de passeport diplomatique. Et pendant que j'étais là, moi j'avais fait une proposition. Le voyage, c'est une profession. C'est pas n'importe qui peut s'occuper de ça, c'est une profession. Et moi, à un moment, j'ai dit qu'il fallait qu'on recrute un consultant qui va faire la politique du voyage de l'État guinéen. Je vous donne des exemples. Moi, j'ai rencontré beaucoup de cadres guinéens, des conférences, ils accompagnent les ministres. Je vois les ministres qui sont dans des hôtels 5 étoiles. Je vois le cadre directeur général qui est dans un petit étoile d'un hôtel d'une étoile. Pourquoi? Parce que ces per diem ne lui permettent pas d'aller dans un hôtel de 5 étoiles. Ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire c'est 2 êtres humains, c'est le même. Si le ministre peut être dans une chambre 5 étoiles, il doit l'être. Moi, en personne, on m'a demandé, je suis allé à Londres remplacer le président, on m'a demandé de chercher une chambre de 200 pounds. J'ai dit non, j'ai dépassé ça. Moi-même, je peux aller payer une chambre de 400-500 pounds. Donc, je suis allé dans un hôtel de 500. Donc, je crois que mon conseil serait qu'il y ait une politique de voyage, qu'on définisse quelles sont les missions. Et moi, j'irais jusqu'à dire au gouvernement, vous devez avoir un calendrier pour les missions trimestrielles. Très bien. Identifier tout le monde. Très bien. Donc, une très bonne planification des voyages. Ce qu'on va faire, monsieur Diallo, c'est souhaiter qu'un de ces jours, vous reveniez plus amplement. On abordera, à la faveur d'une actualité particulière, on pourrait vous solliciter, pourquoi pas, pour prendre la parole chez nous et nous aider à mieux comprendre un peu ces actualités. Ben, écoutez, tant que je suis là, je suis disposé à venir vous parler. Très bien. Dis, arrête de faire le bébé gâteau. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, il est ici dans son pita natal. D'accord. C'était beau, c'était beau. Oui, voilà, ça, donc le gouvernement, il est là et c'est un fils de... Il faut le faire appel. C'est ce que je voulais dire. Il faut l'appeler. Voilà, il faut l'appeler. Et là, j'appuie vivement. Vivement. Vous restez donc en compagnie de nos programmes. Merci de nous avoir pratiqué, auditeurs et auditrices. On va se retrouver donc demain. Demain, ce sera avec le ministre du Travail et de la Fonction publique, Julien Yombouno, et notre invité. Avec lui, nous aborderons ce processus de recrutement pour la fonction publique. Continuez à pratiquer nos programmes parce que, Roby, tu sais... pourquoi le meilleur